Bonjour à tous. Après ma première vidéo de présentation, je vous propose aujourd'hui la première partie d'un oral d'EPC, l'analyse des documents. Je sais que cette épreuve de préparation d'un cours fait souvent peur, et selon moi, c'est aussi celle qui peut faire la différence pour l'obtention de l'agrégation. J'y ai consacré énormément de temps lors de ma préparation. J'ai travaillé beaucoup de dossiers pour me sentir à l'aise avec l'épreuve et intégrer certains automatismes ou habitudes. Ça a été très positif pour moi car j'étais évidemment extrêmement stressée. Mais je savais le temps que je devais consacrer à chaque partie. J'avais en tête plusieurs activités ou consignes passe-partout, ce qui me permettait de me sentir davantage en confiance, ou du moins en zone un peu moins inconnue. J'ai obtenu la note de 16,75 le jour J sur un autre dossier. Je pourrais sûrement le proposer lors d'une prochaine vidéo. Le dossier que j'ai sélectionné aujourd'hui est celui qui a été proposé lors de la session 2025. Je vous mettrai en description le lien vers le rapport de jury afin que vous puissiez télécharger les documents. Mais ils apparaîtront également à l'écran pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure de l'analyse. Ma présentation est évidemment perfectible et aurait pu être faite de différentes manières, mais ça permettra au moins d'avoir une idée de ce à quoi ressemble cette première partie d'épreuve. En effet, lors de ma préparation, j'ai été très frustrée de n'avoir aucun exemple de passage à visionner. Les corrections d'oraux dans les rapports de jury sont vraiment rares, ce qui m'a déstabilisée et m'a demandé du temps pour comprendre les attendus et comment organiser mon travail. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai préparé cette épreuve, le cheminement, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Pour l'heure, je vous laisse avec l'analyse. Ce dossier présente des documents de nature et d'époques différentes, mais ils se rejoignent par les protagonistes qui y sont décrites et leur attitude face aux normes sociales ou aux situations qui leur sont imposées. Il s'agit de jeunes femmes qui refusent et s'opposent à ce qui est attendu d'elles. Le document, dans un premier temps, est une scène tirée de La Casa de Bernardalba de Federico García Lorca. Il s'agit de l'une des figures les plus importantes du XXe siècle. Cet écrivain, poète et dramaturge andalou de la génération 27 écrit cette œuvre en 1936, quelques mois avant sa mort. Lorca se caractérise par son attachement à son Andalousie natale et son engagement politique lors de la guerre civile, ce qui lui coûtera d'ailleurs la vie car il sera fusillé par les nationalistes. Son œuvre est incontournable et marquera la littérature espagnole. La Casa de Bernardalba est une œuvre théâtrale dans laquelle la mère éponyme impose à ses 4 filles le plus strict enfermement et un long deuil suite à la mort de son deuxième mari. Ce cadre permettra de dresser un portrait de l'Espagne rurale andalouse où le qu'en dira-t-on s'impose. Le passage que nous allons étudier se situe à la fin de l'œuvre. Adela, la plus jeune des sœurs, se rebelle et revendique son désir de liberté. Nous pouvons diviser cet extrait en 3 mouvements, de la ligne 1 à la ligne 18, avec le désaccord entre Adela et Martirio, qui établit la situation et la cause de la discorde. Le deuxième mouvement, de la ligne 19 à la ligne 34, représente l'insoumission, le désir d'ailleurs et de liberté. Et enfin, le troisième mouvement, qui commence à la ligne 35 et se termine à la fin de notre passage, représente le climax et de l'intensité dramatique, la révolte du désordre vers le chaos. Le premier mouvement met donc en place l'intrigue. La scène se déroule dans le secret, comme l'indiquent les didascalies, sur le niveau des voix, ce qui crée une atmosphère mystérieuse autour de la scène. Déjà, les types de phrases laissent entendre qu'il y a discorde. Il y a de nombreuses interrogations et exclamations, un dialogue plutôt tumultueux. Nous remarquons aussi les questions d'Adela qui renvoient déjà au caractère du personnage qui questionne la société dans laquelle elle évolue. Nous pouvons également observer l'opposition entre les personnages, entre les personnes qui sont employées, entre ce tu et ce yo. Martirio renvoie aux normes sociales et à la bienséance. Elle interpelle, ordonne, avec beaucoup d'impératifs, condamne la place que prend sa sœur. No es ese el sitio de una mujer honrada, qui est péjoratif, ce ese péjoratif. Elle tente de mettre fin à une situation jugée inacceptable à la ligne 8. Sa voix s'élève tout comme elle s'élève contre sa sœur. Adela, quant à elle, occupe l'espace. Ses répliques sont plus longues, elle met en avant sa force, son caractère actif avec des verbes de mouvement comme he tenido fuerza para adelantarme, he salido a buscar. Apparaît ensuite la cause du désaccord, PPR romano, chosifié par Adela, loque,
qu'elle répétera 2 fois, est caractérisé négativement par martirio, ese hombre sin alma, ligne 12. Martirio se pose en obstacle au plan d'Adela, au futur. No permitire, no sera. Et tente de rétablir l'ordre avec se casara con angustias. Bien qu'elle reconnaisse les raisons d'Adela, lo sait, elle se refuse à la désobéissance et condamne de manière ferme et définitive la perturbation que pourrait causer sa sœur sur l'ordre établi. No sera, ligne 18. Dans le deuxième mouvement, Adela prend le pouvoir et monopolise la parole en début de mouvement. On remarque une nouvelle référence à estos techos qui renvoie à l'enfermement, associé à l'horreur, l'insupportable et la douleur, comme l'indique le champ lexical de la persécution. Perseguida, todo el pueblo contra mí, quemándome, corona de espinas. Elle est prête à l'accepter pour fuir et atteindre la liberté associée à l'homme qu'elle aime, dans laquelle elle se projette déjà. La didascalie fait intervenir des bruits extérieurs, un déclencheur qui fera passer les personnages d'une opposition discursive et verbale à une opposition physique. On voit la didascalie lucha. L'intensité sonore et l'intensité dramatique augmentent. On remarque beaucoup de dynamisme créé par ces phrases courtes, exclamatives, ces impératifs, et ce a voces. L'autorité de Martirio ne suffit plus. C'est donc Bernarda qui entre en scène, caractérisée par son manton negro. Avec cette apparition, nous passons au troisième mouvement, avec une intensité qui atteint des sommets. Il y a une grande majorité de phrases exclamatives. Les entrées des personnages sur l'espace montrent que l'espace dramatique se remplit. Les voix basses du début sont maintenant des cris. Et les gestes et mouvements accompagnent ces voix. On remarque la dénonciation de Martirio, señalando a Adela, ligne 37, et Bernarda se dirige furiosa hacia Adela, qui ne se soumet pas, haciéndole frente, et métonymiquement, elle met même fin au règne autoritaire de sa mère, avec cette référence au baston. Ceci est mis en évidence par l'emploi de négation avec le champ lexical de la domination, dominadora, vara, baston, manda et les impératifs. Avec cette intensité qui augmente, les événements se précipitent, comme on le voit avec la réaction du public fictif des sœurs, Amelia mira aterrada, ligne 48, et le conflit se conclut dans un face-à-face avec Angustias, ligne 45, et sa réaction violente, comme le montre l'allusion à la escopeta, et ce sale corriendo. Tous ces éléments laissent entrevoir une fin tragique, chaotique, et la mort ou un accident imminent, où Adela est seule contre tous. Et c'est la crainte de cet événement tragique qui se produit avec l'effroi de ce disparo qui met fin au chaos sonore et crée le silence. Le retour au silence laissant un certain suspense chez le lecteur-spectateur. Le document 2 est un tableau intitulé Maja y Celestina en un balcón, du début du XXe siècle de Francisco de Goya y Lucientes. Ce peintre espagnol incontournable est connu pour ses œuvres très critiques et satiriques de la société de son temps, comme Los Caprichos, mais également pour sa période sombre. Il peint ce tableau en plein conflit entre la France et l'Espagne suite à l'invasion napoléonienne. Ce qui pourrait s'apparenter à une scène de genre va plus loin que la simple représentation d'une jeune fille accoudée à son balcon. Au premier plan, on voit le regard attiré. Notre regard est attiré par cette jeune fille, cette Maja, dans sa tenue richement ornée, dorée et d'un blanc éclatant. La lumière intense se reflète sur elle et sur sa chevelure blonde, mettant en avant un décolleté qu'elle semble exhiber. De cette silhouette accoudée au balcon et de ce regard aguicheur qui fixe le spectateur se dégage une certaine sensualité. Les barreaux du balcon constituent une limite, comme une prison, dont la noirceur profonde se confond avec l'arrière-plan de la pièce, qui fait référence au caractère sombre de ce qui s'y passe. En effet, il pourrait s'agir d'une courtisane qui est exhibée afin d'attirer les hommes, comme le laisse deviner ce décolleté, qui contraste cependant avec ses mains gantées, comme pour dire que tout n'est pas à vendre, le signe d'une résistance subtile de cette Maja face à cette Célestina. À droite, un épais rideau apparaît, renforçant l'idée de théâtralité de la scène, de mise en scène.
Il est également présent comme élément de transition entre l'extérieur et l'intérieur, un objet qui permet d'occulter et de séparer ces deux espaces. On remarquera l'écho à ce tissu présent sur le personnage en arrière-plan, un personnage en retrait, presque caché, non visible aux yeux de tous, mais pourtant présent. Dans le fond, en effet, cette silhouette qui se dessine dans l'obscurité est la Celestina à laquelle fait référence le titre, une entremetteuse en totale opposition avec la jeune fille. Elle est âgée, courbée, ridée, a un aspect monstrueux avec des yeux qui ne sont que deux ombres, presque en décrépitude. Son regard et son attitude sont sournois et calculateurs. Il pourrait symboliser la marchandisation de la jeune femme qu'elle exploite pour tirer profit de sa beauté et de sa jeunesse. Cet aspect sournois et sordide se retrouve dans le chapelet qu'elle tient à la main, un symbole religieux de vertu, alors que la situation qu'elle met en place est tout sauf vertueuse. La taille du tableau donne une impression de réalité, comme si nous étions sur le balcon d'en face, afin de mieux ancrer dans une réalité qui est celle de la société de Goya du début du XXe siècle. La société hypocrite et monstrueuse est personnifiée ici sous le pinceau de Goya, afin de refléter la noirceur et l'hypocrisie d'une société qui condamne le commerce sexuel qu'elle organise en privé. La représentation d'une belle jeune femme qui ne correspond pas à ce que la société attend des femmes à l'époque. Son regard vient d'ailleurs questionner le spectateur sur sa condition et invite à réfléchir. Face à cette marchandisation, une certaine insoumission se dessine, en refusant de vendre son âme, sa dignité intérieure ou sa pureté spirituelle, comme le mettent en avant les mains gantées. Le document 3, quant à lui, est un romance composé d'octosyllabes avec rime assonante en i-o over pair. Cette forme issue de la tradition orale du XVe siècle peut porter sur des sujets historiques, épiques ou amoureux, comme c'est le cas ici, avec Don Alonso qui se rend chez son ancienne amante Moriana pour la convier à son mariage. On peut dégager 3 mouvements de cet extrait, de ce romancier, du vers 1 au vers 18, qui permet de découvrir les personnages, leurs relations et la situation, pour enchaîner avec le deuxième mouvement, du vers 19 au vers 34, avec la préparation et l'ingestion du poison, et enfin, du vers 35 à la fin, les effets de l'empoisonnement et la vengeance de Moriana. Le premier mouvement de ce roman, c'est rythmé et dynamisé par un présent au vers 3 entre deux imparfaits et la présence de dialogue. On remarque une volonté de clarté qui se dégage avec la répétition des prénoms. Le ton est cordial entre les deux personnages jusqu'au vers 11-12 où se révèle leur lien. Il s'agit de 2 amants ou anciens amants, comme le montre le reproche qui se fait à travers l'opposition entre ce qui aurait dû être et la réalité. Esas bodas debieran de ser conmigo, ya que no lo sean. La familiarité est également introduite par les habitudes qu'ils ont partagées, comme on le voit avec le verbe soler, vers 17. Malgré la trahison, la cordialité se poursuit avec le champ lexical de l'amitié, amistad, estimo, et une Moriana qui semble accepter la situation. Mais le lieu et l'atmosphère changeront radicalement dans le mouvement suivant. En effet, dès le vers 20, Moriana se réfugie en su cuarto pour y préparer un mélange surprenant. Elle se transforme alors en sorcière qui manipule la liste d'ingrédients des vers 21 à 24. À travers ces ingrédients effrayants que le lecteur auditeur est plongé dans les pensées de Moriana et devine les intentions, mais également son empressement, à travers les répétitions de l'impératif « bébé ». La cruauté présente à travers les ingrédients laisse entrevoir la colère et le désir de vengeance qui n'est qu'implicite alors. Les champs lexicaux, avec les allusions aux parties du corps et à la boisson liquide, permettent de diriger toute l'attention sur l'ingestion du poison. El vaso lo puso en sus labios, los dientes, gota, avertido, maldita gota, et crée un certain suspense qui se conclut à la fin du mouvement avec le thème ha perdido, qui introduira le 3e mouvement. Notons également sur l'insistance de cette gota qui met en avant la puissance du poison et donc la détermination de Moriana, puisqu'une seule goutte suffira à parvenir à ses fins. Dans le 3e mouvement, les effets du poison sont présents dès les premiers mots, avec la répétition « que me diste ». Ces questions et exclamations des vers 35, 36, 43 reflètent les sens altérés. La vue ne correspond plus au toucher.
Moriana laisse alors exprimer sa vengeance en le congédiant et à travers l'utilisation ironique du verbe celara. L'état de Don Alonso se dégrade. Sa perte d'essence le pousse à supplier Moriana avec un impératif « saname ». Et ce n'est qu'alors qu'il perçoit et que sont explicitées les intentions de son ancienne amante. « Me de casar contigo », il se sent obligé. Face à cette faiblesse de Don Alonso, ressort l'intransigeance et la froideur de Moriana, qui utilise un passé composé. Sa vie n'appartient déjà plus au présent. L'allusion au cœur se fait alors du sens figuré comme au sens propre. Le cœur brisé de Moriana sera la cause de ce corazón partido de Don Alonso, qui se sait condamné et exprime ses regrets. Mais c'est Moriana qui aura les derniers mots, en plaçant ses propres regrets et la tristesse de sa situation au-delà de celle de son amant, avec l'adverbe de supériorité « mas ». À travers ce romance se dessine le portrait de la condition des femmes au XVe siècle, soumises à la volonté de l'homme et au déshonneur de la trahison. Cette mort sociale, cette honte, entraînera la mort physique orchestrée par cette Moriana vengeresse qui refusera la fatalité et se rebellera en empoisonnant son ancien amant.